Bonjour Philippe, merci de nous rejoindre sur ce dernier épisode de la série consacrée à l'e-euro, à l'euro numérique et aux monnaies numériques de Banque Centrale au global. Pour rappel, dans cette série, on a eu l'occasion en 4 épisodes de tendre le micro à un historien de la monnaie au tout début, à Adeline Bachelery, responsable de l'euro numérique justement à la Banque de France. Dans le dernier épisode, à un avocat, Mathieu Kinou, pour parler de programmabilité et de tout ce que ça va changer sur la scène internationale. Et aujourd'hui, avec toi, Philippe Erlin, tu es économiste, et on va échanger dans cet épisode sur les changements macroéconomiques qui pourraient intervenir avec cet euro et essayer de mettre en parallèle deux choses, les pays qui mettent en place des MNBC ou les groupes de pays qui mettent en place des MNBC et ceux qui décident d'adopter Bitcoin comme le Salvador. Avant de commencer, Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bonjour. Moi, je suis économiste. C'est un sujet qui m'a toujours passionné depuis mes études et j'ai écrit à peu près une dizaine de livres, tous publiés chez Erol. J'ai commencé par les sujets, par la théorie de la finance. Et notamment, je suis parti des premiers en France à avoir dire, importé et popularisé le concept de signe noir de Taleb et le fait que la loi normale, ça fonctionne pas avec les êtres humains, dans l'économie. Le premier à avoir compris ça, c'est le mathématicien français Benoît Mandelbrot, qui a inventé les fractales, qui s'est aussi beaucoup intéressé à la finance. Donc voilà, mes premiers livres, ça parlait de ça. Et ensuite, j'ai publié des livres sur toutes les questions qui tournent autour de la monnaie. J'ai écrit un livre sur l'or, sur la dette, sur le pouvoir d'achat et l'inflation, et puis plusieurs sur le Bitcoin. Un premier en 2013, un petit livre, voilà, un autre en 2018, et puis là récemment, en septembre dernier, qui est un guide pratique à destination du grand public et qui va au fond des choses. Et on parle de la DeFi, les NFT, tout ça, voilà. En commençant par les bases, ben, en allant jusque-là et en parlant de la fiscalité aussi, des aspects très, très concrets. Et c'est amusant parce que les économistes ne sont pas toujours des grands fans de Bitcoin. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu dans cette crypto-monnaie? Bah, le point de départ, c'est que je me suis intéressé aux monnaies complémentaires, notamment à l'initiative d'un économiste qui s'appelle Bernard Liater, quelqu'un d'intéressant parce il a travaillé aussi bien pour la BCE, pour la construction de l'euro, donc on va dire les gros machins, quoi, voilà. Et en même temps, il s'est intéressé, il a contribué à développer, notamment en Allemagne, des monnaies locales. C'est des monnaies simples, hein, c'est une unité vaut un euro, donc c'est pas, ou un Deutschmark à l'époque, c'était les années 90. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais voilà, il a contribué à développer ça. Je me suis intéressé au sujet. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monnaies complémentaires qui étaient nées ici en Amérique du Sud, dans les époques où il y avait de l'inflation. Et voilà, donc je me suis intéressé comme ça, voilà. Et puis, au gré de mes lectures, j'ai découvert le Bitcoin et je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa parce que c'est un peu une monnaie complémentaire, mais ouverte à tout le monde puisqu'elle est sur Internet, quoi. Voilà. Donc, au départ, j'ai pas vraiment compris comment ça marchait, mais je trouvais l'idée très, très, très intéressante d'avoir une monnaie qui permette de sortir des grandes monnaies. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à comprendre comment ça marchait. J'ai rencontré Pierre Noisa en 2012. Voilà. Donc, j'ai lu son livre aussi qu'il a publié à l'époque où il rentrait vraiment dans l'aspect technique. Voilà. Et depuis cette période-là, bah, je m'y intéresse de près, quoi. Voilà. Parce que Philippe, toi, d'un point de vue économique, tu es pour la libre utilisation de différentes monnaies sur un territoire. Voilà, voilà. Moi, je suis dans l'école, on pourrait appeler autrichienne, enfin libérale, tendance autrichienne. C'est-à-dire des gens qui défendent les termes or, qui défendent l'or, et les gens qui défendent l'or, ils sont plus ouverts que les autres au Bitcoin, voilà. Parce qu'ils considèrent que l'influence de l'État est assez nocive dans ce domaine, elle peut être nocive, et le fait que les particuliers aient plusieurs monnaies, c'est une bonne chose, parce qu'il faut que la concurrence règne, y compris dans ce domaine-là. C'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux monnaies complémentaires, et puis ensuite au Bitcoin et aux crypto-monnaies, voilà. Et dans cette vision-là, de quel œil tu regardes l'arrivée des MNBC et de l'e-euro en Europe? Pour aller à MNBC, je vais développer un point de vue qui sera un peu à contre-courant. Je pense que c'est un pétard mouillé.
C'est-à-dire, on leur accorde beaucoup d'importance parce que ça vient des banques centrales. Alors, les banques centrales, c'est un acteur fondamental dans le système financier, évidemment. Donc, mais moi, les banques centrales, je les fréquente depuis plusieurs années parce que je suis leur politique monétaire surtout depuis 2008, depuis les crises des subprimes. Et quand on regarde ça de la durée, on se rend compte que les banques centrales ne sont pas forcément les acteurs très, très crédibles. Ils peuvent se contredire. Et le dernier exemple en date, c'est justement le problème de l'inflation, parce que ça fait longtemps que moi, avec quelques autres économies, justement, de l'école autrichienne, on dit toute cette planche à billets, tous ces déficits et toutes ces planches à billets des banques centrales, ça va dégénérer en inflation un de ces jours. Pendant que l'immense majorité des économistes plutôt keynésiens disaient mais non, pas du tout, vous inquiétez pas. Et là, l'inflation, on la voit apparaître. Et les banques centrales disaient vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation. Là, l'inflation, on la voit apparaître. Maintenant, les banques centrales disent vous inquiétez pas, c'est transitoire. Je peux vous dire que ce n'est pas transitoire et ça risque d'augmenter. Voilà. On verra. Et voilà. Donc, la crédibilité des banques centrales, elle n'est pas aussi élevée que leur prestige. Voilà. Et je pense que ces monnaies de banque centrale, c'est plutôt une réponse à la peur que suscite le Bitcoin ou le Facebook aussi. Alors, au début, c'était très ambitieux au début, il est maintenant. Voilà. Parce que quand on regarde après concrètement comment ça va fonctionner, ces monnaies numériques de banque centrale, alors, elles seront peut-être sur des blockchains. Même si c'est le cas, ce seront des monnaies qui seront complètement centralisées. Il ne faut pas rêver. Ça. La banque centrale ne va pas partager son pouvoir avec d'autres validateurs qui auraient le même pouvoir qu'elle. Donc, ce sera. Et puis, si jamais il y a un hack, j'imagine pas la BCE dire bon, on reconnaît qu'on a fait une erreur, tant pis. Non, ils rembobineront la blockchain de façon à effacer le hack. Hein. Donc, ce sera, même s'il y a une blockchain, ce sera complètement factice. En fait, ce sera quelque chose de complètement centralisé. Un autre aspect, est-ce qu'on pourra trouver ce crypto-euro ou ces MNBC sur Binance, Kraken, Coinbase? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse y avoir une telle facilité, une telle liquidité, une telle liberté d'échange. À mon avis, on restera dans le cadre centralisé. Et puis, est-ce qu'on pourra aussi profiter de ce qui est aussi un point fort de l'univers des crypto-monnaies, qui est l'open source, c'est-à-dire le fait que si j'ai un wallet d'une marque, je peux quand même faire un virement à une autre personne qui a un autre wallet parce que c'est open source. Je ne pense pas que ça pourra fonctionner avec le MNBC, le crypto-euro. Par exemple, si j'ai un euro un euro numérique sur ma clé Ledger et que je décide de l'envoyer à une autre personne sur sa clé Ledger, cette transaction-là, elle ne pourra pas être suivie par la Banque centrale européenne. Donc ça ne leur plaira pas du tout. Et donc, je pense que ce ne sera pas possible que je puisse avoir de l'euro numérique sur ma clé Ledger. Voilà. Donc, à partir de là, ce sera un portefeuille propriétaire. Et donc, ce que va nous réinventer la Banque centrale européenne, c'est en fait c'est un système comme PayPal, un système propriétaire, complètement vertical, fonctionnant en silo, où là, effectivement, les transactions sont suivies. C'est-à-dire PayPal est au courant de toutes les transactions qui sont faites sur son système, effectivement. Ou Alipay, j'ai vu qu'Alipay, qui est d'origine chinoise, que ça vient du groupe Alibaba, a signé des accords avec des banques européennes. Mais c'est aussi un système fermé et vertical, où les wallets, les portefeuilles, qui sont des portefeuilles propriétaires, tout ce qui fait justement l'intérêt de l'écosystème de crypto-monnaies, ce sera fermé, ce sera pas ouvert justement pour l'euro numérique. Donc, on va se retrouver avec un système propriétaire vertical. Et comme en plus, c'est fait par la Banque centrale européenne et la Banque de France, c'est-à-dire des grosses bureaucraties, ça va être très cher, ça va être compliqué et ça ne va pas marcher. Et donc, les gens n'iront pas. Donc, la vision que j'en ai aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, on s'en fait une montagne, mais c'est pas très. À mon avis, ça ne va pas marcher. C'est plutôt de l'ordre du pétard mouillé. D'accord. Et donc là aussi, dans cette vision-là, de libre utilisation des monnaies, donc les MNBC ne poseraient pas problème tant qu'il existera toujours du cash, des stablecoins et de la monnaie scripturale. Non, alors, enfin, à mon avis, ce n'est pas dans ce sens-là. Là où la monnaie numérique va marcher, je le pense, c'est en Chine. Parce qu'en Chine, ça répond à un autre projet. En Chine, là, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire disparaître le cash. Et en Chine, pour moi, ça s'inscrit dans le système de crédit social.
c'est-à-dire une volonté de tracer toutes les transactions. Et là, dans ce cadre-là, les monnaies numériques de banque centrale apportent une vraie plus-value parce que ça permet de faire disparaître le cash et de tracer absolument toutes les transactions. Et je crois que c'est pour ça que la Chine a décidé de virer les mineurs de Bitcoin. Je pense qu'il y a eu des conflits au sein de l'appareil d'État entre ceux qui considéraient qu'il fallait garder le minage et je dirais l'écosystème crypto parce que c'est une source de croissance, d'emplois qualifiés, etc. Et que la Chine doit être présente là-dessus. Et puis ceux qui s'y opposaient parce que, bon, même si les transactions en Bitcoin ne sont pas anonymes, on le sait, elles sont quand même pseudonymes. Ça permet quand même de faire les transactions sans être trop suivi. Ça permet quand même de contourner le contrôle d'échange, quelque chose de très important en Chine. Et donc, ceux qui étaient plutôt partisans d'un système très autoritaire ont fini par l'emporter. Et donc, la Chine, en l'espace de même pas un mois, c'est incroyable, quoi, a fait une croix complète sur le minage. Les Américains étaient très contents de le récupérer, d'ailleurs. Et voilà, donc ça montre qu'il y a un raidissement de la Chine. Hein. On voit par rapport à Hong Kong, où tous les opposants démocrates sont enfermés en prison, ou le raidissement par rapport à Taïwan. Bon, ça s'inscrit dans un cadre général. Et voilà, donc là, je pense par contre que la monnaie numérique, le crypto one, il va réussir. Il va être mis en place. Et voilà, donc comme ça permettra d'enserrer encore plus les Chinois. Et pour nous, en Europe, aux États-Unis, bon, il y a, même si je trouve que le pass sanitaire ressemble un petit peu trop à un crédit social, bon, voilà, on n'en est pas là. Et donc, les monnaies numériques de banque centrale ne s'inscrivent pas dans cette optique-là. Même s'il y a une volonté d'éradiquer le cash, mais en fait, le cash, maintenant, il a quasiment disparu depuis qu'on peut faire des micro-paiements avec la carte bancaire. Moi, je regarde, je fais quasiment plus de retrait en cash, quoi. Voilà, donc, il n'y a même pas besoin des crypto-monnaies pour ça, quoi. Voilà, c'est que la carte bleue, à partir d'un euro, voilà, ça suffit à tuer le cash. Voilà, donc c'est pas sur cet aspect-là que… Voilà, mais maintenant, pour répondre, oui, par rapport au stablecoin, parce que ça, c'est important, je crois que la volonté des banques centrales d'être présentes sur ce terrain-là, c'est, je disais, une peur de Bitcoin en tant que tel, parce que comme l'or, avant que le Bitcoin existe ou prenne de l'importance, c'est l'or qui faisait un peu peur aux banques centrales, parce que plus l'or augmente, plus ça veut dire que leur monnaie papier se dévalue. Et donc, le Bitcoin, ça va un peu jouer ce rôle-là. Plus les gens vont aller sur Bitcoin, plus ça va être interprété à juste raison comme une défiance des gens vis-à-vis du dollar ou vis-à-vis de l'euro. Ça ne plaît pas aux banques centrales. Donc, elles essaient de faire quelque chose qui ressemble un peu à du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un wallet sur son smartphone comme du Bitcoin. Voilà. Mais les gens ont envie de comprendre la différence. Voilà. Donc, il y a une peur du Bitcoin. Il y a une peur de Facebook aussi, je disais tout à l'heure, parce que le projet initial de Facebook était quand même très ambitieux parce qu'il voulait faire une crypto qui soit basée sur un panier de monnaie. Donc, ça aurait été en quelque sorte une monnaie qui se serait trouvée au-dessus au-dessus du dollar, de l'euro. Et ça a pu faire peur aux banques centrales. Bon, alors, ils ont mis la pression sur Facebook et maintenant, Facebook va faire un stablecoin sur le dollar et après, un stablecoin sur l'euro, mais qui sera aussi certainement quelque chose de propriétaire, un peu comme PayPal, quoi. Voilà, je ne pense pas que ça pourrait être négocié comme ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est moins inquiétant pour les banques. Et je pense spécifiquement pour la BCE, et moi, je trouve ça assez tragique, il y a une volonté aussi d'empêcher le développement des stablecoins. On sait que les stablecoins dans l'univers des cryptos, ils sont surtout sur le dollar. Hein, c'est le TSR, USDC, le DAI, etc. Il y a quelques petits stablecoins sur l'euro, mais qui sont vraiment minuscules en termes de volume. Et ça, c'est très dommageable parce que toute la finance décentralisée a besoin de stablecoins pour se développer. Donc, pour l'instant, on le fait sur le dollar, mais ce serait mieux qu'il puisse en exister sur l'euro. Mais ça, c'est vu un peu par les banques centrales comme une concurrence parce que c'est du quasi-euro et dont ils n'ont pas la maîtrise directe. Et c'est en dehors du circuit bancaire, donc ça ne leur plaît pas. Et donc, j'ai l'impression que la BCE pousse son euro numérique pour empêcher les stablecoins européens d'émerger. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils donnent un horizon oscillant, parce que 2025, c'est complètement stupide, quoi. Je veux dire, c'est
3 ans à l'échelle de la crypto-monnaie, c'est un siècle. Donc, c'est beaucoup trop lointain. Soit ils veulent en faire un, ils le lancent, ils ne vont pas vont pas nous berner pendant 10 ans en disant on va le faire, on ne sait pas, on réfléchit. J'ai écouté l'intervention de la représentante de la Banque de France, j'étais soufflé. C'est un modèle de langue de bois, de bureaucratie arrogante et méprisante. J'étais estomaqué quand j'ai écouté ça. Donc, mais ils font ça pendant ce temps-là. Il ne peut pas y avoir de grands projets de stablecoin en euros en Europe lancés par des gros opérateurs. Et ça, c'est un vrai problème. C'est une erreur que fait l'Europe, la Commission européenne et aussi l'AMF en France, les institutions de régulation, parce qu'on va prendre du retard alors qu'on a les compétences en Europe pour être leader ou en tout cas au même niveau que les Américains en termes de crypto. Voilà. Justement, dans cette vidéo-là, Adeline Bachelery nous disait qu'il était important d'avoir une MNBC pour lutter contre les initiatives privées notamment. Mais au-delà de ça, on entend parfois que ça peut être utile pour gérer l'inflation, que ça peut être utile pour faire des airdrops à la manière de la Fed lorsqu'il y a des crises comme le Covid il y a quelques mois. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, un concept Milton Friedman, je crois. Voilà. Le fait que la Banque centrale balance de l'argent comme ça à tout le monde. Alors, c'est vrai que si tout le monde a un wallet qui reçoit des euros, ça peut, oui, ça peut relancer. Voilà, c'est la politique monétaire en ligne directe, on va dire. Mais ça, je pense aussi que ça n'arrivera jamais. Parce que le problème de ça, c'est que quand on distribue de l'argent, il faut que ce soit les gouvernements qui distribuent de l'argent. Parce que comme ça, ils en retirent des bénéfices électoraux. Donc, eux, ils font des déficits. Ensuite, ils se refinancent auprès de la Banque centrale européenne. Mais ça, c'est de la tuyauterie. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ce soit eux qui donnent l'argent. Si c'est la Banque centrale européenne qui donne l'argent et non plus les gouvernements, les citoyens vont se dire ah bah en fait le gouvernement il ne sert pas à grand chose. En tout cas, c'est pas lui qui a la main. C'est la Banque centrale c'est Christine Lagarde qui a la main. Et ça c'est plus bon du tout parce que les gens vont se dire mais à quoi ça sert de voter, pourquoi je voterais pour un tel plutôt qu'un tel. Donc, les gouvernements ne veulent surtout pas que ça arrive. Donc, ça n'arrivera pas. Le fait que la Banque centrale européenne balance de l'argent directement sur les comptes, sur des wallets de citoyens européens, ça n'arrivera pas, ça, parce que c'est une remise en cause du pouvoir politique qui est flagrante. Donc, ça c'est le domaine du rêve complet. Ça, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, l'euro numérique ne sert pas à grand-chose. Voilà. Et sur quels autres aspects, à la manière de la programmabilité, par exemple, comme on le voyait avec Mathieu Kinou dans le dernier épisode sur cette série, les MNBC peuvent être intéressantes d'un point de vue économique? Est-ce que, par exemple, on peut se faire doubler sur, je sais pas, la masse monétaire dans le monde si on ne la déploie pas, ou au contraire, prendre le lead sur d'autres aspects internationaux avec cette dernière? Oui, cet aspect-là, oui, j'avais aussi entendu ce podcast très intéressant. La programmabilité, oui, même dans un système à peu près fermé d'euros numériques, on pourrait faire des smart contracts et ça pourrait apporter un plus éventuellement. Ceci dit, en faisant ça, on double les banques. La BCE proposerait des outils, une sorte d'API, qui permettraient à des co-contractants de mettre en place des procédures de paiement conditionnels, des systèmes d'assurance, des systèmes. Bon, on peut tout à fait imaginer ça. Mais ce faisant, la BCE viendrait chasser sur le terrain des banques traditionnelles, donc ça ne plairait pas forcément aux banques. Ça non plus, je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire. Ça pourrait être l'initiative de la Banque centrale européenne. Je vois plus la finance décentralisée comme quelque chose qui émerge, je veux dire, d'en bas auprès d'opérateurs privés, et progressivement, ça va remonter. Et les banques, bon, ça concurrence les banques, qui est, on va dire, la finance centralisée, mais les banques ne sont pas à interdiction d'utiliser ces procédés. Elles peuvent aussi s'y mettre et l'utiliser. Donc voilà, il y a pas, même si bon, ça fonctionne différemment, c'est plus transparent sur la finance décentralisée, évidemment. Bon. Mais là encore, je vois difficilement la BCE offrir des outils qui permettent de contourner les banques dont elle a besoin, parce que c'est à travers les banques qu'elle finance la dette, parce que la dette publique, la BCE ne l'achète pas directement, parce que les traités européens lui interdisent. Donc, elle laisse les banques les acheter et ensuite elle les rachète aux banques. C'est assez
assez puéril, c'est un peu formel, mais c'est comme ça parce qu'il faut respecter les traités européens. Donc, la BCE et les banques sont quand même la main dans la main, et donc je ne vois pas la BCE et des pots de bananes sous les pieds des grandes banques européennes. Donc en fait, d'un point de vue économique, les MNBC ne vont pas changer grand-chose. Non, 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 enfin, moi, je vois pas. Moi, ce qui va changer, c'est les crypto-monnaies. C'est la finance décentralisée. Et puis, il y a encore des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui qui vont apparaître. Les NFT, voilà. Bon, c'est ça qui va changer l'économie. C'est pas quelque chose qui va tomber d'en haut de la Banque centrale européenne qui va décider de faire une sorte de simili Bitcoin. Et non, ça ne marchera pas, quoi. Voilà. Surtout, comme je disais tout à l'heure, ils ne vont pas accepter que ce soit complètement fluide et échangeable. Voilà. Donc, ça marche. Donc, c'est pour ça, moi, les banque centrale, enfin, un euro numérique, je ne vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. Surtout que, d'autant plus, on voit le début de l'inflation. Et l'inflation, euh, concrètement, c'est une perte de confiance dans la monnaie. Alors, quand on est à 3, 4%, 5%, ça va encore. Et dans les années 70, juste après que Richard Nixon ait décidé le 15 août 1971, donc c'était il y a 50 ans, hein, on fait l'anniversaire il y a quelques mois, le 15 août, on a fêté le 50e anniversaire au mois d'août dernier, quand il a décidé de déconnecter l'or et le dollar, parce qu'il y avait trop de dépenses publiques, il y avait le programme Apollo, il y avait les guerres du Vietnam, donc voilà, il a laissé filer les déficits. L'inflation est tout de suite partie, quoi. Et on a dépassé les 10%. En 1980, il y avait 13% d'inflation aux États-Unis. Donc, alors, l'inflation a été vaincue parce qu'à l'époque, le patron, le gouverneur de la Banque centrale américaine, Paul Volcker, a décidé de monter le taux directeur de la Fed à 20%. C'est un chiffre complètement hallucinant aujourd'hui parce que ne serait-ce que la moitié, ça fera exploser tout le système financier mondial parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de dettes. Donc, si la Fed remontait nettement son taux directeur, ça ferait exploser. Donc, il l'a monté à 20%. Alors, ça a mis en faillite à l'époque le Mexique et les caisses d'épargne américaines, mais bon, on a réussi à maîtriser le truc, quoi. Et puis ensuite, l'inflation est tombée, et puis pendant on a eu 2 décennies de faible inflation, de taux d'intérêt réel positif. Voilà. Donc, une situation saine, avec une croissance saine. Et puis ensuite, il y a eu 2000, le crack du Nasdaq, et puis les attentats du 11 septembre 2001. Et pour éviter qu'il y ait une crise qui aurait pu être interprétée comme une victoire du terrorisme, la Fed a baissé son taux d'intérêt. Et depuis, on n'en sort plus. C'est-à-dire, elle a baissé son taux. Donc, ça a favorisé la croissance. Alors, non pas des actions, parce que les actions avaient subi un crack. Donc, les gens qui avaient de l'argent, on se dit, bon, les actions, on va mettre ça de côté pour l'instant. Ils ont investi dans l'immobilier en se disant, l'immobilier, bon, ça monte toujours, il n'y a jamais de crise. Et c'était facilité parce qu'à l'époque, on a inventé un outil financier absolument génial qui s'appelle les subprimes, qui permettait de compacter plein de crédits et de vendre ça comme un produit. Et tous les acteurs financiers du monde en ont acheté en disant c'est formidable. Et puis on s'est rendu compte au bout de quelques temps que c'était construit sur du sable. Il y a eu les crises de subprime en 2008. Et depuis cette époque-là, depuis 2008, on est à des taux faibles. On est à des taux zéro maintenant. Donc l'épargne ne rapporte plus. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement anormal. Il faut bien comprendre que ça ne s'est jamais vu aussi longtemps à ce niveau-là dans toute l'histoire monétaire. Le fait qu'on soit à taux zéro, le fait qu'il y ait autant de dettes, que la dette augmente autant alors que la croissance réelle est quand même assez faible, ça ne s'est jamais vu, quoi. Voilà. Donc, et tout le monde comprend bien que ce n'est pas un système qui est viable à long terme. Voilà. Donc il y a un réel doute sur la monnaie. Et moi, je dis que les banques centrales, plutôt que de construire des monnaies numériques de banques centrales, ils ne savent pas trop quoi faire, il ferait bien de s'occuper de leur fonction de base, qui est d'instaurer la confiance dans la monnaie et dans le système bancaire et de dissuader les États de faire trop de déficits. Voilà. Et si elles faisaient ça, elles feraient leur job, elles feraient leur boulot, et ce serait nettement plus sain pour toute l'économie. Au lieu de ça, ils agitent les MNBC pour faire genre, nous aussi, on est moderne. Et tout ça, c'est du cinéma pour moi. C'est pas ça qui va changer la donne. Ce qui change la donne, et c'est justement dans ce cadre-là
le Bitcoin qui, lui, est anti-inflationniste parce qu'il n'y a pas de planche à billets dans le Bitcoin, hein, il y a 21 millions et pas plus. Donc, voilà. Donc là, on est protégé de l'inflation. Les autres cryptos aussi, bon, les Ethereum aussi, enfin voilà. Donc, on est quand même protégé. Et puis, il y a un fonctionnement, bon, les gens savent, mais il y a un fonctionnement qui est transparent, c'est sur la blockchain. Bon, voilà. Donc, il y a une interopérabilité, tout ce qui est open source, voilà. Donc, il y a un fonctionnement qui est complètement différent et qui, lui, offre une alternative complète au système. C'est-à-dire, il n'y a pas que le Bitcoin qui est une alternative à l'euro, il y a aussi la finance centralisée qui est une alternative au système financier et bancaire. Donc, si ça continue d'aller mal avec l'euro, bah, on va basculer complètement dans un autre système. Et heureusement qu'il existe un autre système, quoi. Voilà. À ce sujet, on connaît les cycles de Bitcoin, liés au halving notamment. Mais voilà, cette semaine, on vient de faire un nouvel ATH sur Bitcoin, sur Ether et d'autres crypto-monnaies. JP Morgan vient d'émettre une hypothèse entre cette corrélation de reprise des crypto-monnaies et l'inflation. Est-ce que c'est effectivement quelque chose de réel, cette reprise des cryptos, en hedge contre cette inflation galopante qui monte un petit peu partout en Europe et dans le monde? Non, non, enfin, il y a du vrai. Bon, il y a des cycles et on est dans un cycle qui ressemble à celui de fin 2017 et aussi de fin 2013. Donc, une forte hausse qui risque de transformer en bulle à un moment. Puis ensuite, il y aura une chute qui risque de durer un an ou deux, hein, comme 2018 ou 2014-2015. Bon, je pense qu'on est un peu dans ce cycle-là, donc on va vivre des semaines assez passionnantes, et avec des surphrases, voilà. Mais l'inflation, oui, l'inflation, ça concourt, parce que maintenant, tout le monde prend conscience de l'inflation. Et ça, c'est quand même nouveau. Il y a 3-4 ans, personne, même 2 ans, personne ne pensait qu'il y aurait de l'inflation. Tout le monde pensait que c'était un problème réglé définitivement, quoi. Et là, tout le monde se rend compte qu'il y a de l'inflation, aussi bien les particuliers que les entreprises. Les prix des matières premières augmentent partout. On voit avec les problèmes de l'énergie. Alors, il y a le prix de l'énergie, mais il y a aussi la transition énergétique qui est mise en place en Europe et aux États-Unis qui coûte très cher parce que les éoliennes, ça produit de l'électricité qui est plus chère que le nucléaire. Donc, tout ça, il va falloir le payer. Voilà. Donc, c'est pour ça que les prix de l'énergie, tendanciellement, il va monter, hein. Et puis, on voit aussi que ça commence à impacter l'alimentaire. Et ça va venir dans les mois qui viennent. Donc là, ça va faire aussi très mal. Voilà. Donc, il y a une vraie crainte de l'inflation et de plus en plus de gens comprennent qu'en mettant de l'argent sur Bitcoin, ils se protègent de l'inflation malgré la forte volatilité du Bitcoin. C'est clair que je pense que dans les quelques mois qui viennent, on va vraiment se rendre compte. Mais voilà, mais à long terme, si tu as de l'argent à placer à long terme, bah, ils voient que les livrets bancaires, ça rapporte 0,5% pour le livret A. Voilà, donc il se dit que s'il y a l'inflation à 3-4%, ne serait-ce qu'à 3-4-5%, en l'espace de quelques années, il va perdre beaucoup de pouvoir d'achat sur cette épargne. Alors que s'il met en Bitcoin, dans 3-4 ans, quel que soit le cours auquel il achète aujourd'hui, dans 3-4 ans, il est largement gagnant, quoi. Voilà. Donc ça contribue, je pense que l'inflation contribue à la progression du Bitcoin, mais même sans inflation, il aurait monté de toute façon. Dernier point, Philippe, que je voulais aborder avec toi, cette dichotomie entre les pays ou les groupes de pays, on le disait en introduction, qui choisissent d'utiliser Bitcoin. Pour l'instant, on a tous en tête le Salvador. Et de l'autre, ceux qui décident de créer leur MNBC ou qui vont la créer dans les prochaines années. Ces deux visions opposées, comment tu les traduis? Ça, c'est une vraie révolution parce qu'un État qui décide de passer au Bitcoin, alors on voit que le Salvador, il y a des bruits comme quoi d'autres pays pourraient y aller. Il faut savoir que le Salvador, lui, il n'a pas de monnaie nationale. Il l'a abandonné et donc il avait jusqu'ici le dollar uniquement comme monnaie. Donc c'est plus facile de dire on accepte le Bitcoin quand on n'a pas soi-même de propre monnaie, alors qu'un pays qui a déjà une monnaie, s'il dit qu'il accepte le Bitcoin, ça va être considéré comme un manque de confiance des autorités envers leur propre monnaie, ce qui va accélérer la fuite des capitaux vers le dollar et vers le Bitcoin. Donc, c'est un peu plus difficile à prendre comme décision, mais bon, on peut penser que ça va le faire. Moi, je dirais par rapport au Salvador, je suis un peu critique par rapport au Salvador, parce qu'en fait, ils ont dit que c'est à cours légal. Et donc, quand on est au Salvador, on ne peut pas refuser un paiement en Bitcoin. Moi, personnellement, je trouve que ça va trop loin. C'est-à-dire, comme c'est une monnaie qui est très volatile,
je considère qu'on ne doit pas obliger quelqu'un à accepter le Bitcoin en paiement. Et moi, sur ce terrain-là, je défends, justement, on y revient, l'idée des monnaies locales qui sont des monnaies complémentaires. C'est-à-dire que pour qu'elles circulent, il faut que l'acheteur et le vendeur soient d'accord. Il faut que les deux soient d'accord. Pour moi, ça, c'est ça la vraie liberté. C'est-à-dire qu'on doit garder l'euro, alors, bon, enfin, comme monnaie de transaction, comme monnaie à accord légal et comme monnaie dans laquelle les contrats sont écrits. Mais on doit permettre, je considère qu'on doit permettre que si l'acheteur et le vendeur sont d'accord, la transaction puisse se faire en Bitcoin ou en or physique ou éventuellement en dollars aussi, voilà, en autre monnaie fiat. Mais voilà, pour moi, c'est cette liberté-là que je veux apporter. Et il faut que les deux soient d'accord, hein, parce que obliger quelqu'un à recevoir un paiement en Bitcoin, c'est quand même un peu chaud, quoi. Alors, évidemment, il peut recevoir un paiement en Bitcoin et puis sur son application, en fait, les Bitcoins sont transformés automatiquement en monnaie locale. Et à ce moment-là, bon, c'est comme si elle recevait des euros. Bon, je suis d'accord que c'est une façon d'éviter ce risque-là, mais pour moi, il ne faut pas obliger tout de suite, il ne faut pas rendre tout de suite le Bitcoin comme monnaie obligatoire, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, il faut considérer comme une monnaie complémentaire. Et ça veut dire une chose, enfin, ça veut dire une chose simple, ça veut dire qu'il faut supprimer la taxe sur la plus-value. Parce que la taxe sur la plus-value, ça rend impossible l'utilisation du Bitcoin ou de l'or comme monnaie. Parce que si je paye avec un Napoléon, comme je m'en sépare, je suis obligé de déclarer au fisc la plus-value. Donc, il faut que je retrouve le prix auquel je l'ai acheté, je calcule la plus-value, je verse 30% au fisc et après, je peux m'en débarrasser. Bon, c'est impossible de faire une transaction comme ça. Et pour le Bitcoin, c'est pareil. Donc, je sais qu'il y a des places de marché qui proposent des cartes Visa ou Mastercard qui permettent de payer en Bitcoin, mais d'un point de vue fiscal, je ne comprends pas comment ça fonctionne, parce que normalement, c'est impossible. Parce que normalement, même quand on achète une baguette de pain, on devra déclarer les plus-values sur la somme en Bitcoin qu'on a dépensée. Donc, concrètement, c'est impossible. Bon, donc, je pense que là, on est un peu dans une sorte de flou artistique, mais bon, voilà. C'est pour ça, pour que ça fonctionne, il faut supprimer la plus-value sur les crypto-monnaies et sur l'or, parce que moi, je défends aussi l'or. Et à ce moment-là, ça devient des monnaies, mais moi, je tiens à la liberté, qui sont utilisées à partir du moment où les deux co-contractants sont d'accord pour échanger dans cette monnaie. Voilà. Et de cette façon-là, le Bitcoin, l'or, l'Ether, d'autres crypto-monnaies, des stablecoins vont prendre de l'importance dans l'économie. Et donc, ça va donner de la diversité monétaire et donc, ça va apporter de la résilience au système. Et ça, c'est une sécurité et c'est une très bonne chose. Parce que le fait de dépendre d'une seule monnaie, quand elle s'effondre, le pays s'effondre. C'est l'Allemagne en 1923, l'hyperinflation a complètement ruiné l'économie et le pays. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas dépendre d'une monnaie, quoi. Voilà. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Et voilà. Donc, moi, je défends la diversité monétaire plus que la concurrence. Concurrence, il y a l'idée qu'il y en a une qui va l'emporter définitivement sur les autres. Bon, ce n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir plusieurs monnaies. Ça dépend voilà, de ce qu'on veut. Et voilà, la diversité et la liberté pour chacun de pouvoir voilà, utiliser le Bitcoin, l'or physique, de l'Ether, etc. Quoi. Ou de l'euro, pour ceux qui croient à l'euro. Voilà. Ouais, on pourrait avoir cette division du globe entre ceux qui utilisent Bitcoin et ceux qui utilisent leur MNBC dans les prochaines années. Et justement, comment on gère une politique économique quand on a Bitcoin comme monnaie légale? Alors, oui, c'est-à-dire ça, ce scénario-là, il peut arriver, le fait que le Bitcoin devienne une monnaie qui peut-être au départ sera B2B ou entre États, puis progressivement, certains pays permettront à leurs citoyens de l'utiliser. Euh, et, et, ces pays-là, là, je me réfère à ce qu'écrit Safedan Amos dans son livre Bitcoin Standard, et je reprends plusieurs citations dans mon livre, où il explique très clairement, et je partage son analyse, que les pays ou disons, les personnes qui utilisent une monnaie forte, c'est-à-dire une monnaie forte, c'est quoi? C'est une monnaie qu'on ne peut pas manipuler. L'or, on ne peut pas en imprimer, donc le Bitcoin, on ne peut pas l'imprimer non plus. Il y a une quantité de données, voilà, alors que l'euro, on peut. Et les pays qui commercent avec une monnaie forte, normalement, ils prennent l'avantage. Donc, les pays qui utiliseront le Bitcoin, alors pas forcément de façon exclusive, et ceux qui l'utiliseront, par exemple, pour les transactions internationales, par exemple, parce que
parce que le dollar aura perdu une grande partie de la confiance, et donc, quand on achètera des matières premières ou un produit, on paiera plutôt en Bitcoin, comme ça on est tranquille, on est sûr que la transaction se fait, voilà, et que c'est accepté par tout le monde. À ce moment-là, les pays qui utilisent Bitcoin auront un avantage sur ceux qui utilisent des monnaies faibles, des monnaies papier, des monnaies fiat à planche à billets, quoi, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut permettre l'utilisation de Bitcoin. D'ailleurs, à mon avis, le Salvador a fait un très bon pari parce qu'ils sont les premiers à rentrer dans le Bitcoin. Ils en stockent. Le président lui-même se targue d'en acheter. Le pays, au niveau du pays, ils en achètent. Ils ont installé du minage sur place pour en fabriquer. Euh, Comme le cours du Bitcoin va monter dans les prochaines années, moi je crois beaucoup au modèle stock to flow. Et ben, le Salvador, peut-être dans 10 ans, ce sera un peu la Suisse de l'Amérique centrale, quoi. Parce que ses habitants, ses entreprises, il y aura beaucoup de Bitcoin et donc il y aura une richesse, comme s'ils avaient trouvé du pétrole, quoi, voilà. Et c'est pour ça, moi je dis, au-delà de l'utilisation de Bitcoin comme monnaie complémentaire, je considère que la France, qui a une centrale nucléaire, un parc nucléaire important, devrait miner un peu de Bitcoin aussi, quoi, parce que les Bitcoins qu'on va miner aujourd'hui, dans 5 ans ou 10 ans, ils vaudront beaucoup plus. Et donc, ce sera aussi comme si on avait trouvé du pétrole, quoi, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire un aspect aussi stratégique d'investir dans Bitcoin aujourd'hui, quoi, et que c'est un bon choix pour un pays, quoi. Et pour conclure, Philippe, parce qu'en plus c'est toi qui vas sceller cette série de 4 épisodes sur l'e-euro, si on résume un petit peu ta pensée d'économiste sur le sujet, c'est ne pas se concentrer sur les MNBC qui sont en fait un pétard mouillé, mais davantage peut-être sur l'écosystème crypto DeFi qui là a un rôle à jouer, notamment un rôle déterminant avant et pour 2025, qui est la date à laquelle on devrait avoir l'euro numérique de Banque Centrale. Voilà, moi je dirais gens de l'écosystème Bitcoin en France et en Europe, battez-vous pour que la DeFi, pour que la finance centralisée et pour que les stablecoins sur l'euro puissent se développer en Europe, parce que sinon ça ira ailleurs et on perdra énormément de valeur, quoi. Voilà. Quand on voit la TVL, c'est-à-dire que la totale de la valeur bloquée dans les contrats les sociétés de finances centralisées, je crois qu'on est à 200 milliards de dollars. Enfin, c'est en croissance incroyable, quoi. Donc, si on fait une croix là-dessus, c'est catastrophique, hein. C'est comme faire une croix sur Internet. Donc, voilà. Donc, je dirais à l'écosystème de filles de se battre pour imposer des stablecoins sur l'euro en Europe et mettre de côté, et admettre que les banques centrales peuvent faire leur MNBC si elles veulent, mais de toute façon, ce sera différent, quoi. De toute façon, ce sera pas un concurrent, ça ne servira pas à ce que fera un stablecoin sur l'euro dans le cadre de la DeFi. Donc, ils font ça s'ils veulent de leur côté, mais il faut bien expliquer qu'en termes de croissance économique, en termes de leadership sur une industrie en croissance comme les cryptos, il faut qu'on développe la finance centralisée, il faut qu'on développe des stablecoins sur l'euro en Europe. Sinon, on sera perdant par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Par contre, il ne faut pas attendre la MNBC, il ne faut pas attendre l'e-euro en 2025 en espérant qu'elle soit interopérable. Alors, non, ça, c'est la pire chose à faire. Ça, c'est la pire chose à faire. Attendre la MNBC en 2025 en pensant qu'elle sera interopérable parce qu'elle ne le sera pas. Voilà. Et puis, attendre 2025, c'est une éternité dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, non, il faut agir. Il faut agir maintenant. Il faut agir dès maintenant. Et comment? Ah, alors, oui, c'est vrai, c'est que c'est du lobbying. Il faut convaincre les députés, il faut convaincre. Voilà, c'est compliqué. Mettre ça dans le débat. Il y a la présidentielle bientôt. Donc peut-être mettre ça dans le débat, quoi. Voilà, essayer interpeller tous les candidats, quels qu'ils soient, hein. Interpeller, par exemple, que les associations qui représentent l'écosystème interpellent tous les candidats à la présidentielle en leur posant quelques questions très simples sur le Bitcoin, voilà, surtout sur la fiscalité, et puis sur un stablecoin sur l'euro. Voilà. Donc, la plupart ne vont pas comprendre de quoi il s'agit, mais ça va les obliger à réfléchir et ensuite de publier les réponses. C'est une façon d'interpeller, voilà, de pousser à la réflexion. Voilà. Les élections, c'est un moment, voilà. Là, les politiciens répondent parce qu'ils ont besoin de nos voix. Donc, il faut en profiter, quoi. Après, ce que ça donne, bon.
on est souvent un peu déçu, quoi. Voilà. Excellent. Merci beaucoup Philippe d'avoir apporté ta vision d'économiste sur ce sujet, au sujet de l'e-euro et des MNBC finalement. Ça ne change pas grand-chose d'un point de vue économique et théorie économique, mais ça va changer beaucoup de choses dans l'utilisation comme on l'a vu avec Philippe et avec nos autres intervenants. Merci à tous d'avoir participé justement à cette série. Bruno Collin, Adeline Bachellery, Mathieu Kinou et Philippe Erlin. J'espère que vous en avez appris davantage maintenant sur ces MNBC dont on voit de plus en plus les usages et les risques se dessiner au fur et à mesure que la date butoir de 2025 arrive et que les expertises tombent. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire au sujet de cette série et à nous poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre. On continuera de traiter cette actualité sur Cryptost, puisque c'est une actualité qui change évidemment énormément autour de ces sujets. Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Et je vous mets en description les autres épisodes si vous ne les avez pas vus.